Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 10e rendez-vous de l'inclusion qui est donc le dernier de l'année organisé par le service aux parents d'élèves de l'appel national. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Héloïse Pogna qui est étudiante en bachelor en alternance, Stevie Di Banjo, salarié dans une entreprise d'informatique, Édouard de Rincourt, lycéen, actuellement en première, Madame Virginie de Rincourt, qui est maman d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Vous quatre, vous allez donc nous partager votre expérience en tant qu'élève neuroatypique, ancien élève et parent d'enfants dans cette situation. Ce webinaire va se dérouler en 2 temps, 35 minutes d'intervention et de témoignage, et puis 20 minutes d'échange durant lesquelles vos questions écrites seront relayées. N'hésitez donc pas à les poser à tout moment via l'onglet QR. Ces questions, elles vont être regroupées et transmises à nos intervenants en fin de présentation. Bien sûr, nous ne pourrons traiter les questions spécifiques liées au dossier de votre enfant. Et en raison du grand nombre de participants, vos micros et caméras ont été désactivés. Je vous souhaite un bon rendez-vous de l'inclusion et Héloïse, je vous laisse la parole. Enchantée à tout le monde. Je me présente, je suis Héloïse, j'ai 23 ans et je suis en deuxième année de bachelor chargée de communication sur Bordeaux et en alternance. Je suis dysphasique, dysorthographique et dyscalculie. Je vais vous présenter mon parcours. Voilà, c'était un petit diapo pour présenter mes handicaps. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Pour passer un peu plus vite, j'ai fait mon collège en collège privé sur Limoges. Après, en fait, j'ai intégré une troisième prépa métier. Donc, en fait, on était regroupés avec plein d'étudiants dans cette classe. Et du coup, en fait, il y avait plusieurs stages à faire. Ça m'a permis vraiment de voir ce qui était la prépa pro du coup, de découvrir le métier que je voulais faire plus tard. Donc voilà. Et comme je suis passionnée de cheval, j'ai poursuivi avec un bac pro CGH, donc c'est conduite et gestion d'une entreprise hippique. J'ai fait plusieurs stages. Et après ce bac pro en fait, que je n'ai pas eu, que j'ai loupé de 0,47 points, j'ai redoublé. Je l'ai repassé dans un autre lycée privé agricole et que du coup je l'ai eu après. Et ensuite, comme je ne savais pas trop quoi faire après, j'ai fait une année de césure de 3 mois en Angleterre pour apprendre l'anglais parce que c'était pas facile. Et ça m'a permis du coup aussi de travailler un petit peu et d'avoir mon permis. Donc voilà. Et après, du coup, l'année dernière, j'étais en BTS Tourisme sur La Rochelle en stage. Enfin, j'ai fait plusieurs stages pendant l'année. Et du coup, voilà, que je n'ai pas eu. C'était un gros échec pour moi. Et donc après, j'avais décidé de partir en bachelor chargé de communication du coup sur Bordeaux et en restant en alternance. Je suis en deuxième année. Voilà, j'ai eu mon année et je passe en troisième année. Mes défis rencontrés, c'était obtenir des diplômes qui étaient vraiment compliqués parce qu'au début, on ne pensait pas que je en ai. Avoir confiance en moi, c'était vraiment, enfin même encore, c'est compliqué des fois. Accepter le regard des autres, c'était vraiment un très gros défi et que je travaille encore aujourd'hui. Gérer les échecs,
et obtenir mon code de la route que j'ai échoué 3 fois. Donc voilà. Et bah, après, comment les ai surmontés? Bah, avec de la persévérance, du travail régulier, de l'accompagnement adapté et le soutien de mes proches. Donc après, bah, les aides mises en place tout au long de mon parcours, on va dire. Donc j'ai fait de l'orthophonie français et maths bah, du coup pendant 15 ans. Et au début, j'avais que du français enfin, de 2 ans à 5 ans, je crois. Et je faisais enfin, 2 fois par semaine des séances. Et après, j'ai fait enfin, des maths jusqu'à bah, quand je suis partie au lycée quand j'étais interne. Et après, bah, j'ai fait un peu de... Enfin, je suis allée voir des psys quelques temps, la sophrologie, et pour gérer mon stress, et la médiation animale, l'équitation qui m'a beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup aidée, et après, bah, les aides, donc PPS. Donc, les aides mises en place, donc c'était, bah, j'avais le tiers-temps, donc une AVS de la CP à la terminale, un lecteur-scripteur pendant les épreuves. Après, en primaire, c'était plus dictée à adapter. Après, j'avais des QCM pour éviter les évaluations. Et ou sinon, c'était des évaluations allégées, donc j'avais moins de questions que les autres. Et après, bah, pour les outils numériques, là, c'est plus pour les études sup. Donc, j'ai eu l'ordinateur avec le microphone intégré. Donc, ça m'aidait bah, pour faire mes fiches de révision et faire mes cours. Comme j'ai des problèmes d'orthographe, donc comme ça, j'étais sûre qu'il n'y avait pas de faute. La calculatrice, et après, je me fais enfin, l'aide de l'IA, je me fais des auto-évaluations, des auto-QCM pour les révisions. Donc voilà. Donc mes réussites. Donc bah, la qualification, je me viens de France en CSO, comme je faisais de l'équitation, où c'est vraiment un gros, gros challenge pour moi d'être qualifiée. Parce que ça m'a permis, enfin, ça m'a appris à bah, m'occuper d'un cheval, avoir des responsabilités, d'être autonome, avant que je n'étais pas forcément beaucoup autonome. Donc, ouais, vraiment, le cheval, ça aide beaucoup. Après, avoir des amis sur qui compter, parce que au collège, j'avais pas trop d'amis. C'est vraiment à partir de la troisième où j'ai eu vraiment ma meilleure amie et qui est toujours ma meilleure amie actuelle. Et après, bah, pour les études sup, après à l'internat aussi, ça aide parce que bah, on est tous enfin, tout seuls. Donc, il y a enfin, des liens qui se créent. Donc, voilà. Et on n'a pas l'impression qu'on est enfin, différent. Donc voilà, il y a moins de jugement. Voilà. L'obtention du bac. Voilà, donc c'était pas gagné. Après, c'était être devenu autonome, ouais, que les expériences que j'ai eues, bah, avoir un cheval à m'occuper, partir à l'étranger toute seule, bah, prendre l'avion toute seule, gérer mon temps, tout ça, c'était pas facile. Et après, bah, réussir les écoles, enfin les entretiens dans les écoles que je souhaite. Voilà, j'étais contente. Après, bah, les personnes qui m'ont aidée, donc bah, principalement c'était bah, ma famille, mon AVS de primaire qui m'a suivi de la deuxième CP, parce que j'ai redoublé ma CP donc au CM2. Et après, bah, mes professeurs tout au long de mon année enfin, scolaire. Et après, c'était pas tous les profs, hein, je vous rassure. C'est vraiment deux ou trois qui sont plus compréhensifs, enfin, qui sont bienveillants. Donc voilà. Et ma coach d'équitation qui m'a vraiment appris sur la détermination en fait à se dépasser soi-même pour elle. C'est ben, quand on tombe de cheval, ben, on remonte. Donc là, il n'y avait pas vraiment le choix. Donc ça m'a vraiment donné l'état d'esprit de continuer, de pas lâcher, de pas lâcher. Et après, bah, ce qu'ils m'ont apporté, bah, c'était la confiance, la bienveillance, la patience et donc la motivation. Et après, les conseils que je donnerais bah, du coup aux jeunes, ça serait de croire en soi, même si des fois c'est vraiment pas facile. Avancer à son rythme,
même si on se compare beaucoup aux autres, même tout le temps en fait. Mais faut se dire que bah, chacun avance à son rythme. Oser demander de l'aide, même si c'est pas facile. Et bah, ne jamais abandonner. Enfin, faut toujours. En fait, il y a toujours cette petite voix qui se dit allez, on continue, voilà. Et bah, trouver des personnes bienveillantes, donc que ce soit des profs ou des copains ou des personnes externes, enfin vraiment toutes les personnes bienveillantes, faut vraiment les prendre, enfin prendre ce qu'elles ont. Et après faire des activités extrascolaires, donc bah, moi c'était le cheval, le dessin, écouter de la musique, ça me déstresse et ça me permet de me mettre dans ma bulle. Donc voilà pour ce que je peux donner aux jeunes. Et après, bah, aux parents, c'est faire confiance à son enfant. Aimer son enfant, c'est important. Le soutenir sans le comparer aux autres, même si des fois on a envie qu'il soit le meilleur, mais c'est pas toujours le cas. Et après, bah, essayer de parler avec les enseignants. Donc voilà. Et après, bah, mon parcours en 3 mots, je dirais détermination, le courage et la persévérance. Voilà. Donc pour toujours arriver à mes objectifs, même s'ils sont des fois un peu trop hauts pour moi. Mais on trouve toujours des moyens. Voilà. Donc quand on veut, on peut. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et donc, on va laisser la parole à Stevie Di Banjo. C'est à vous. Oui, bonjour à tous et à tous. Je me présente, je m'appelle Stevie Di Bonjo, j'ai 29 ans. Pour présenter mon parcours, je suis issu d'une formation dans l'informatique. J'ai pu faire un bac+3 en licence professionnelle réseau d'entreprise et par la suite, je porte l'opportunité de poursuivre mes études en bac+5 à un diplôme d'ingénieur. Pour expliquer mon parcours, je suis suivi par Arpège, qui est une association qui aide les jeunes en situation de handicap dans la cadre de la recherche d'un stage, alternance et emploi. Arpège m'a beaucoup soutenu et accompagné dans le cadre de l'alternance parce que j'avais pas d'expérience en alternance à ce moment-là. Et ils m'ont accompagné pour trouver ma première alternance chez Orange Business, qui est une entreprise spécialisée dans le numérique et par laquelle j'ai pu m'épanouir dans l'entreprise et que par la suite, j'avais des rêves, des accomplissements de permettre de poursuivre mes études en bac+5, ce qui m'a permis et l'opportunité de poursuivre mon alternance chez Orange, par laquelle j'étais, dans un premier temps, j'étais apprenti tout ce qui est administration système et réseau, et par la suite, j'étais apprenti chef de projet, donc par laquelle j'ai excellé dans ce domaine, malgré que j'ai pas forcément de base en informatique, et que par la suite, grâce à ma persévérance et beaucoup de motivation de ma part, cela m'avait permis de poursuivre mes études bac+5 et d'obtenir mon diplôme d'ingénieur. Heu, Par rapport à ce webinaire, je voulais passer un message par rapport aux parents d'élèves et aux élèves de surtout ne rien lâcher, de croire en vos capacités malgré le handicap, malgré les obstacles que vous pouvez traverser lors de votre parcours scolaire et professionnel, en sachant que malheureusement, il faut passer par là pour faire, heu, voir les choses, mais surtout de ne rien lâcher, de croire en vos capacités, d'exceller dans votre domaine, que ce soit à l'école ou autre, de se dire qu'on est capable, malgré le handicap, qu'on est capable de surmonter n'importe quelle difficulté de la vie. Et pour vous expliquer par rapport à moi, ce que je fais actuellement, j'ai pu trouver un emploi suite à mon diplôme d'ingénieur. J'ai trouvé un emploi dans la cybersécurité, où j'ai trouvé un poste chef de projet cybersécurité junior, par laquelle je suis très très fier du rendement du parcours parce que malheureusement, ça n'a pas été facile pour moi de trouver un premier CDI suite à mon alternance chez Orange. Ce qui fait que, pour le message que je veux faire passer dans ce webinaire, c'est simplement ne rien lâcher, malgré la difficulté, il faut toujours croire en soi, ses rêves. Et n'hésitez pas à pouvoir solliciter des personnes qui connaissent son handicap, qui peuvent exceller dans ce domaine.
On voit que vous n'êtes jamais tout seul, qu'il y a toujours des gens qui sont là pour vous aider, vous accompagner, mais surtout vous écouter par rapport à cela et puis vous dire que vous pouvez trouver votre domaine, peu importe les circonstances. Et par rapport à ça, pour vous expliquer, par rapport à l'RQTH, dans un premier temps, ça n'a pas été facile hein, parce que j'avais peur de regarder les autres, hein, c'est-à-dire que comme à la base, j'avais un tiers-temps pour les examens, pour les parcours scolaires, et puis par la suite, l'RQTH, j'ai fait la demande parce que je voulais trouver une alternance suite à cela et avoir bénéficié des accompagnements et des aménagements de poste qui étaient prévus à ce moment-là. Mais pour regarder les gens, c'est vrai qu'au début, c'était un peu dur parce qu'au final, on disait que oui, on a l'RQTH, on est un peu jugé par défaut. Mais au contraire, je pense que c'est un moyen de se démarquer, de se dire qu'on a besoin de ça pour avoir sa place et ainsi de montrer que malgré l'RQTH, vous êtes capable de, de trouver ce que vous avez envie de faire. Et suite à cela, l'RQTH, j'avais fait la première demande et puis j'ai renouvelé pour la recherche d'emploi, ce qui fait que ça m'a permis de maintenir ce cap et malgré cela, de avoir des aménagements de poste, de plus en plus de temps pour faire certaines tâches, ce qui fait que quand vous êtes en entreprise, que vous pouvez euh, avoir confiance en vous. Le conseil que je peux vous donner simplement, c'est de ne pas hésiter à demander à votre supérieur de l'aide, d'être accompagné, de bénéficier d'aménagements de poste qui sont prévus par l'occasion, ce qui fait qu'en général, si vous êtes plus en confiance, vous pouvez sentir vous-même. Il ne faut pas avoir peur de se confronter à tout ce qui est le regard des autres ou autre. Il faut faire avec parce que malheureusement, c'est le monde qui est fait comme ça. Et par rapport à ça, le message que vous faire témoigner, c'est vraiment d'être inspirant, de rien lâcher. Parce que je pense que le parcours d'inspirant, c'est l'objectif de se dire qu'on n'est jamais tout seul, il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider, nous soutenir. C'est ça que je voulais faire passer comme message de ce webinaire et se dire qu'on n'est jamais tout seul, il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider, nous accompagner. Et ce qui fait que par rapport à cela, que c'est vraiment très important pour moi de dire qu'on ne doit rien lâcher, qu'on doit être toujours là et présent pour l'un et vers l'autre, d'être compréhensif envers l'enfant, de l'écouter par rapport à son besoin, être toujours là pour l'aider et l'accompagner aussi, c'est ça qui est très important. Et pour vous dire, mon côté, pour mon parcours, ça n'a pas été facile, mais j'ai pu croire jusqu'au bout de mon rêve d'avoir mon bac+5 et par la suite trouver un CDI en chef de projet, ce qui fait que pour moi, c'est une fierté d'être à ce niveau-là et se dire que je pense que tout est possible dans la vie et que vous pouvez croire en ce que vous pouvez faire. Et ce qui fait que grâce à l'accompagnement, que ce soit de manière personnelle, professionnelle, vous pouvez exceller dans ce que vous faites. Et ce qui fait que euh, pour moi, c'est très important de se dire qu'on est soutenu, on est accompagné, ce qui fait que on est rassuré l'un vers l'autre. Et c'est pour moi ce qui compte beaucoup dans la recherche d'un stage, un emploi en alternance. Et pour l'anecdote, si vous voulez avoir plus de renseignements, j'ai fait un témoignage avec Arpège au mois de janvier, qui explique à peu près ce que je vais dire lors du webinaire, d'être inspiré par rapport à mon parcours et l'accompagnement, ce qui fait que la confiance en soi, c'est un mot-clé, ce que je veux vous dire, c'est la confiance en soi, pour moi, c'est très important, d'avoir confiance en vous, de pouvoir vous exprimer face caméra, face à des personnes. C'est vrai que c'est pas forcément évident, mais j'ai appris, grâce à la persévérance, de mettre en avant ce côté confiance en soi. Et pour vous dire aussi pareil, c'est que n'hésitez pas à pouvoir garder contact avec vos professeurs, votre entreprise, ça soit tout ce qui est tuteur de stage ou autre, parce que ça permet de gagner en visibilité de ce que vous faites dans les réseaux professionnels. Et si vous pouvez trouver un emploi par la suite, pour moi, le conseil que je peux vous donner, c'est mettez en avant ce que vous savez faire. C'est ça que vraiment qu'il faut vraiment mettre ça en avant. Et que malgré votre handicap, pour moi, c'est vrai que c'est pas facile pour beaucoup de personnes, mais je pense qu'il faut, grâce à beaucoup de persévérance, vous pouvez exceller dans ce que vous faites. Ce qui fait que, effectivement, en apportant beaucoup d'affection et d'amour envers la personne et de l'amitié, ce qui fait que dans la vie, tout est possible. Et, et en tout cas, je tiens à remercier
euh, l'association parents-d'élèves pour cette opportunité de faire ce témoignage, ce qui fait que pour moi, c'est très important de pouvoir partager avec vous ce type d'informations et d'événements. Enfin, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Stevie, pour votre témoignage. Et nous allons passer à Édouard, qui est C'est ça. donc le troisième jeune à accepter de témoigner pour nous aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Edouard, je suis en première. Mon parcours scolaire c'est un peu assez basique. J'ai fait une maternelle dans un établissement privé. Ensuite je suis allé dans un collège normal, mais dans la façon d'apprendre, etc. Mais j'étais avec des gens qui avaient aussi des troubles 10 comme moi, des troubles de hyperactivité, qui avaient des difficultés. Et ensuite, du coup, je suis allé dans un lycée avec cette fois-ci vraiment normal, là, avec des gens normaux qui n'ont aucune difficulté. Et et là, je suis en filière générale avec mes spécialités qui sont maths, SES, HGSP. Et pour ma terminale, donc j'ai lâché SES. Ensuite, du coup, pendant mon parcours scolaire, j'ai eu de nombreux défis à rencontrer. Parce que dès le début, on voit quand même qu'on est un peu différent suite à mes troubles, donc notamment la dyslexie et la dyspraxie dont je suis touché, et un problème de l'attention aussi qui est assez présent. Et donc dès le début de ma maternelle, donc j'écrivais extrêmement mal. J'écrivais vraiment très mal, donc je perdais beaucoup de points aussi suite à l'écriture, parce que par exemple un 4, ça vaut un 6 ou des choses comme ça. Et aussi en dictée, j'étais très 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 nul. J'étais souvent en négatif. Euh, après aussi dès le primaire, donc pour régler un peu ce souci-là d'écriture, on m'a mis j'ai vu des spécialistes comme des ergothérapeutes pour écrire au PC. Et donc c'est qu'au collège où j'ai écrit au PC. Et là, ça allait en collège, j'ai pas eu de difficultés qui m'ont vraiment marqué parce que j'étais avec des gens comme moi. Le collège s'adaptait très bien à nous, etc. Et parce qu'il était fait pour nous. Et ensuite, donc, dans mon lycée, c'est là où j'ai vu un vrai défi, c'est que la seconde, ça a été très compliqué pour moi parce que j'étais plus dans un peu dans ma bulle de confort ou avec tous les gens qui sont comme moi, le lycée s'adapte vraiment. Où là, j'ai vraiment vu mes difficultés opérer, donc parce que en plus, heureusement que j'écrivais au PC, mais ça, c'est que mes difficultés, comment dire, je m'exprimais très mal à l'écrit ou à l'oral. J'écrivais, donc je faisais pas mal de fautes aussi, donc je perdais beaucoup de points aussi là-dessus. Donc ce qui fait que et je travaillais beaucoup aussi en seconde, donc et j'avais pas les résultats qui suivaient, donc c'est vraiment quelque chose d'un peu de triste, où on perd confiance en soi, où on se dit qu'on est mauvais, etc. Et donc, et en plus, vient s'ajouter à cela les problèmes de l'attention, donc j'arrivais vraiment pas à suivre en cours. Et donc, quand je revenais le soir, je pouvais vraiment rien retenir de mes journées. Et donc, ça a été un véritable défi cette seconde parce qu'on m'a conseillé redoublement à la fin de cette année-là. Et, euh, et heureusement, j'ai vu des spécialistes qui m'ont permis qui m'ont un peu mis, parce qu'on savait déjà que j'avais des problèmes de l'attention. J'ai été diagnostiqué très jeune, donc j'ai vu de nombreux spécialistes. Et une fois, ouais, du coup, j'ai vu un spécialiste qui a vu mon problème de l'attention qui était vraiment très présent. Et on m'a donné des médicaments comme la Ritaline. Et donc j'en prenais 60 mg par jour. Et, euh, et donc en première, j'ai testé ce médicament-là. Et ça a été une vraie révélation parce que j'avais très peur de cette première-là. Parce que suite à la seconde où je me suis dit, j'ai été très nul alors que je travaillais, je me dis, pourquoi en première, ça va pas être la même chose? Surtout que l'année est beaucoup plus rude et difficile. Et donc, grâce à ce médicament-là, j'ai su me concentrer, écouter en cours, bien travailler le soir, comprendre mes leçons. Et donc, grâce à ça, donc, ma première, j'ai été très bon dans les notes et dans le partout où je passais. On a su un peu régler mes problèmes, même s'ils étaient encore là. Et ce qui fait que j'ai très bien réussi mon année de première et que je suis passé sans souci en terminale, même s'il me reste encore l'oral de français à passer. Euh, et ensuite, ma plus grande réussite et ma plus grande fierté, donc c'est un peu cette année-là de première
où j'ai su montrer que peu importe mes troubles que j'avais, mes problèmes, j'ai su montrer que j'avais une vraie réflexion, qu'on était intelligent et que c'est pas à cause de ça qu'on n'est pas défini que par nos troubles 10, etc., qu'on est vraiment intelligent derrière et qu'on est, en fait, on réfléchit pareil que les autres. Il faut juste qu'on travaille plus pour montrer vraiment notre démarche, notre intelligence, etc. Mais on est tout à fait capable et il faut juste savoir régler nos problèmes, qui est là un peu compliqué. Donc ensuite, donc pendant mon parcours, j'ai pas eu de prof. J'ai eu des profs très gentils avec moi, mais j'ai pas eu un professeur qui m'a vraiment marqué, qui a vraiment toujours été là. Et il y en a vraiment, ils étaient gentils, et ça c'est vrai. Mais j'ai pas eu le souvenir d'un professeur qui a joué un rôle central dans mon parcours. Alors que ma famille, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir parce que dès le début, avec mon frère, on a des gros problèmes et dès notre plus jeune âge, ils ont compris nos problèmes, ils ont su apporter tout leur soutien, tout leur amour pour qu'on règle ces problèmes-là. Donc, on a vu évidemment beaucoup de spécialistes tels que l'ergothérapeute, l'orthophoniste, des psychologues, etc. Donc, on a un peu tout fait. Mais en fait, ils nous ont permis, ils nous ont aidés, ils nous ont soutenus, ils nous ont aimés, même quand on était au plus bas. Alors qu'on n'avait pas confiance en nous, ils ont toujours été là pour nous dire à quel point on était intelligents et qu'ils nous aimaient. Et donc, ils n'ont jamais rien lâché, et notamment en seconde où ils voyaient que j'étais au plus bas, ils m'ont fait voir plein de spécialistes et ils m'ont aidé, ils ont su trouver un traitement à la fin pour que je réussisse. Et sans eux, je serais jamais là où je serais aujourd'hui et jamais heureux comme je suis aujourd'hui. Et donc, je les remercie pour tout, car sans eux, vraiment, je sais pas ce que j'aurais fait. Et donc, les conseils que je donnerais à un étudiant qui a un peu des besoins éducatifs, donc c'est déjà d'assumer ses problèmes, parce que moi, on m'a jamais harcelé, on s'est jamais moqué de moi, on en rigole souvent des troubles quand, par exemple, je bégaye ou je fais une faute d'orthographe un peu osée, on en rigole et en vrai, faut mieux tourner ça à l'humour que de se vexer là-dessus. Et donc, voilà, je dirais d'assumer et de, et d'oser dire ses besoins, etc. Et de se dire qu'en fait, on est aussi intelligent que les autres, c'est juste qu'il faut qu'on travaille plus et plus rigoureusement que certains, mais qu'en soi, on est tout à fait capable d'y arriver. Et donc, ce que je souhaiterais dire aux familles qui accompagnent un enfant différent, c'est euh, d'oser répondre à ses besoins, de ne pas avoir honte, parce que dans mon entourage, il y en a certains qui ont des difficultés un peu comme moi, donc tels que les troubles 10, et qui ont un peu cette honte, cette appréhension de se dire bah, qu'est-ce qu'on va penser de mon enfant s'il voit une psychologue, etc. Et alors il y a vraiment aucun problème, c'est quelque chose de très pratiqué aujourd'hui. Et surtout, ça apporte un vrai soutien à leurs enfants, car on leur donne les armes pour aller donc se battre, réussir ce qu'ils veulent dans la vie. Et ça peut que les aider à réussir leur ambition. Et donc, pour moi, mes ambitions et mes rêves pour l'avenir, ben, mes ambitions seraient de devenir, après de multiples stages, ce serait de devenir entrepreneur. J'aime beaucoup ces domaines-là, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Peut-être dans la géopolitique, parce que je suis passionné par ça aussi, mais il faudrait trouver un concept. Mais bon, ça, je laisse l'avenir en décider. Et après, c'est être heureux, bon, avec une femme et des enfants et mourir sans aucun regret. Et surtout me dire que en fait, je me suis pas laissé définir par mes troubles 10 et que je suis tout à fait capable d'y arriver, peu importe ce qui est sur ma route, les obstacles qui sont sur ma route. Et enfin, si je devais résumer mon parcours en 3 mots, je pense que ce serait difficile, parce que ça a été difficile à certains moments. Ensuite, je pense la maturité, parce que forcément, on voit plus de spécialistes, etc. Et ça nous donne un côté plus mature que les autres. Et enfin, je dirais réussite parce que, en fait, peu importe ce qu'on endure, on pourra toujours y arriver au final. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Édouard, Je pour vous en ce prie. témoignage. Et donc, nous allons laisser la parole à votre maman, à Virginie, Virginie Dorincourt, que Bonjour je à vous mets à tous. l'écran. Bienvenue parmi nous. Et je vais vous Merci. laisser la parole après celle de votre fils.
Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, en fait, je vais porter un peu la vision, que j'ai pu avoir en tant que parent. Donc j'ai 3 enfants, qui ont de manière un peu mélangée, troubles 10, TDA et c'est un sujet auquel je me suis intéressée il y a maintenant 15 ans, avec mon fils aîné qui a maintenant une vingtaine d'années, et à l'époque, c'était pas du tout connu. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'on voit quand même les choses évoluer. Même les dispositifs au sein de l'école. Alors tout n'est pas parfait et on continue à se battre, pour, améliorer les choses, mais bon, les textes de loi existent, maintenant il faut qu'ils soient bien appliqués et ça, c'est quand même un gros progrès et les enseignants sont plus au courant, prennent mieux les choses en charge et cetera. Donc voilà, donc 3 enfants avec des troubles 10 qu'il a fallu diagnostiquer. Alors ça, c'est un vrai parcours du combattant pour les parents. Ensuite, il a fallu mettre en place les aménagements. C'est aussi souvent un parcours du combattant. Donc il faut, trouver les bons aménagements. Il faut accepter que l'équipe éducative, accepte de les mettre en place. Alors parfois, vous avez des enseignants qui sont, très intéressés et qui accompagnent bien l'enfant, mais vous en avez d'autres, qui sont assez réfractaires ou alors au collège ou au lycée, certains profs qui, appliquent les aménagements et d'autres pas. Donc c'est encore un combat quotidien pour les parents, mais sur lequel il ne faut absolument, rien lâcher parce que, c'est comme ça que, votre enfant, gagnera, confiance en lui, prendra confiance en lui et parviendra à, compenser ses troubles. Voilà, donc moi, je me suis intéressée dès le départ à ces sujets et j'ai toujours été très très poussive et très en soutien et c'était moi qui allais montrer, à la directrice de l'école de mes enfants, tous les nouveaux textes, qui sortaient avec, les dispositifs d'accompagnement. Alors je me souviens du PAP, ça devait être en 2014 ou 2015. Je voulais absolument que mon fils, aîné soit sur ordinateur parce qu'il n'arrivait pas du tout à écrire et je suis arrivée avec mon petit papier, c'était le décret, d'application du PAP. Enfin voilà, donc j'ai toujours essayé de trouver des solutions et donc ce qui est important et ce sur quoi j'aimerais témoigner, c'est, à la fois, enfin j'avais préparé un petit slide, je ne sais pas si vous le passerez ou pas. Il y a plusieurs choses. Il y a faites-vous confiance, c'est-à-dire si vous alors pardon parce qu'il doit y avoir quelques fautes d'orthographe qui traînent. Si vous sentez que votre enfant a des difficultés qui sont pas, classiques, enfin, c'est-à-dire, par exemple, écrire les mots en CP, vous les répétez 20 fois et au bout de la 20e fois, il les écrit encore différemment. Des choses, compter, enfin voilà, des choses qui vous semblent bizarres. Vraiment, c'est important d'en parler très vite à l'enseignant. Et puis aussi, voilà, d'en parler, au pédiatre, au médecin traitant. Et si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à vous aller faire des bilans, vous-même, parce que bon, bah, soit, il y a pas de doute et enfin, il y a pas de problème et tant mieux, mais s'il y a des problèmes, vraiment la clé, c'est d'essayer de trouver le plus tôt possible quels peuvent être ces troubles. Que ce soit trouble 10 ou TDA, parce que plus tôt vous interviendrez, plus tôt vous demanderez la mise en place d'aménagements à l'école, plus vous serez vigilant aussi, sur les difficultés de votre enfant, et mieux ça se passera pour lui. Donc vraiment il y a cette, attention et faites-vous confiance. Il y a le côté, tabou, alors ça c'est quelque chose que j'ai toujours, dit à mes enfants, c'est qu'il y a aucune honte à avoir des troubles des apprentissages, à avoir des troubles neurodéveloppementaux. Vraiment, de toute façon, il y a un pourcentage, important de la population qui en a et qui l'ignore. Mais, connaître ces troubles, savoir, qu'on est 10 ou savoir qu'on est, TDA, ça permet d'expliquer, certaines différences qu'on peut avoir avec les autres et de se sentir mieux dans sa peau, et de savoir mieux s'ajuster aussi. Bah, je sais pas, on sait pas écrire, c'est pas parce qu'on est idiot, c'est parce qu'il y a un truc qui se fait pas dans le cerveau, mais il y a d'autres choses qu'on fait, super bien et mieux que les autres. Voilà, donc toujours positiver, toujours assumer, en parler. Parce que voilà, il ne doit pas y avoir de tabou et on remarque autour de nous que vraiment les familles où c'est tabou, où on ne veut pas mettre en place, on ne veut pas dire les choses, les enfants le vivent mal et souvent ce sont des enfants qui sont après en échec ou qui font des dépressions ou enfin voilà et qui réussissent, moins bien que les autres parce que les choses n'ont pas été dites et les aménagements n'ont pas été mis en place parce que c'était honteux. Ensuite, ce parcours, d'accompagnement de vos enfants, ça va être, souvent difficile.
Ça l'est encore aujourd'hui. Alors je vous le souhaite pas et je souhaite que ce soit de moins en moins. J'ai monté un collectif qui s'appelle Collectif TND École qui accompagne les parents et on essaie justement de faire en sorte, que ce soit de moins en moins difficile. Mais, voilà, si votre enfant a des troubles des apprentissages, surtout ne restez pas seul. Essayez de trouver des amis, d'autres parents d'élèves, faites appel aux associations de parents d'élèves, aux associations tout court ou sur les réseaux sociaux. Il y a plein de groupes, je pense sur Facebook, avec des parents qui ont ce type de problématique et c'est hyper important d'échanger et de ne pas être seul parce que, parfois c'est très lourd, on a en plus les devoirs des enfants à gérer, certains comportements qui sont difficiles au quotidien, et cetera. Donc vraiment, échanger au maximum et puis en plus, ça vous permet de choper de bonnes idées. Donc voilà, donc ça, c'est hyper important. Anticiper le plus possible parce que souvent les bilans, c'est très long d'obtenir des rendez-vous, c'est très long à faire. En plus, c'est très coûteux, donc si vous souhaitez aller, dans des systèmes, publics, il y a parfois, 2-3 ans d'attente. Donc anticipez au maximum. Vraiment soyez alerte, pour, voilà, pour avoir des diagnostics les plus précoces possibles, mettre en place les aménagements le plus tôt possible. Alors je sais plus, ce qu'il y avait écrit sur ma petite fiche, je vais essayer de retrouver, mais, enfin voilà, c'est vraiment, accompagner votre enfant parce que ça c'est la clé. C'est, être à ses côtés, montrer que vous battez plein de ressources, qui ont une autre intelligence et qui est très valorisée. Par exemple, aux États-Unis, les entreprises de la tech recherchent, ces profils, parce qu'ils ont une manière d'arriver, à une réponse qui est pas la même que les autres. Donc, croyez en lui, même si l'école, c'est difficile, dites-vous que c'est pas grave, au bout du tunnel, il y aura une solution et il réussira comme les autres, voire mieux que les autres. Hem Parfois, la filière, technologique peut être aussi une bonne solution parce que c'est plus pratique. Parfois la filière, pro aussi, voilà. Mais il faut, vraiment, valoriser un maximum, vos enfants, heu, au quotidien. C'est vraiment le plus gros question et vous dire. Donc il y a Édouard qui a très bien réussi, sa 1re et je suis sûre qu'il réussira très bien par la suite. Virginie. Alors, on a un problème de réseau. En attendant de reprendre, Virginie. Tout à l'heure, Édouard, vous nous avez parlé plusieurs fois, enfant normal, établissement normal. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous utilisez ce mot-là et quelle différence vous faites par rapport à vous? Est-ce que c'est le fait de l'avoir entendu plusieurs fois, qui fait que, du coup, c'est ressorti dans votre discours? Comment vous en êtes arrivé à utiliser cette idée-là? Enfant normal, donc faut savoir que moi, du coup, mon collège, c'était un peu, du coup, avec des gens comme nous. Et faut savoir que, donc voilà, on savait qu'on était un peu différent des autres. Et quand, enfin, je vois bien quand je suis arrivé au lycée, il y avait personne qui avait ces troubles-là. J'étais le seul à écrire au PC avec des vrais troubles 10, qui avaient des vraies difficultés comme ça. Et, euh, et donc, je me sentais un peu, comment dire, un peu, pas, un peu, un peu ouais, plus différent que les autres, mais pas du tout dans le sens négatif. Moi, enfin, on est un peu, je suis un peu, au début, on me connaissait pour le gars qui écrit au PC parce que c'était pas très fréquent dans mon lycée. Et donc, et j'avais un tiers-temps aussi. Et donc, on n'est pas beaucoup du coup à avoir ce tiers-temps car c'est dur à avoir, mais c'est une vraie source d'apaisement d'avoir enfin, un tiers de temps en plus pour faire des évaluations, des DST. Et donc, ouais, je me sentais un peu différent et je voyais quand même que scolairement, en tout cas, j'étais pas tout à fait comme les autres, mais en termes de liens sociaux, etc., je me suis fait des amis extrêmement facilement. J'ai jamais eu de problème avec ça. C'est juste ce que je dis normal pour dire, du coup, dans ce thème un peu scolaire, de gens qui n'ont pas de difficultés et qui sont, ouais, ça, qui sont normales dans leur manière d'apprendre, d'écrire, etc. Je sais pas si ça Merci, répond à Édouard. votre question. Oui, merci. Ouais. C'est voilà, c'est intéressant de comprendre, pourquoi,
vous mettez pas dans la partie normale. Et ça peut Mhm. faire réagir des parents. Euh, et Non, voilà, ouais. donc c'était comprendre le raisonnement qui est derrière. Est-ce que Stevie ou Héloïse, vous souhaitez réagir par rapport à ça? Est-ce que vous l'avez vécu de la même manière que Édouard? Euh, un peu, mais après ça dépend. Bah, comme Edouard qui a été que avec des enfants enfin, différents, si j'ai bien compris. Que moi j'ai plus été dans une classe où j'étais toute seule à avoir ces difficultés-là. Donc ça dépend des contextes, mais du coup bah moi je me sentais plus seule et vraiment différente. Enfin, j'avais pas de copains, les autres ne m'adressaient pas la parole. J'ai vécu enfin la maternelle et la première c'était vraiment affreux, même si ma mère ne dirait pas ça, parce qu'au niveau de les accompagnements c'était vraiment top. Mais après moi c'était plutôt scolairement et avec les autres c'était plus compliqué. Mais donc en vrai ça dépend. Ça dépend. Merci. Stevie, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, bien sûr. Moi, de mon côté, plutôt, j'ai plutôt, pardon, excusez-moi. J'ai plutôt vécu quand j'étais au lycée ou après, par rapport à ça, j'ai pu accepter le fait qu'il faut savoir maintenir le cap, c'est-à-dire que quand j'étais au lycée, parce que comme j'ai fait un bac pro dans l'électronique, je savais que c'était pas été évident pour moi, ce qu'il fallait faire plus que les autres. C'est-à-dire que malgré que la difficulté, je l'ai plutôt vécu dans le sens où il fallait s'accrocher, prendre les matières par lesquelles on se sent plus à l'aise pour réussir le bac professionnel. Donc, j'aurais plutôt que non, mais après, en général, je pense que cela dépend de l'environnement là où vous êtes. Et après, pour la suite de mon bac pro, j'ai eu la chance de faire un BTS dans l'électronique et ce qui m'a ouvert des portes par la suite, hein. Mais par rapport à votre question, non, en fait, j'ai pas plutôt vécu de manière difficile. C'était plus dans le sens où il fallait s'accrocher, il fallait être capable de bien communiquer avec les autres, de créer des groupes d'amis par lesquels vous pouvez faire confiance et ignorer, enfin facile à dire, mais ignorer les gens qui vous veulent du mal. C'est vrai que c'est très compliqué actuellement, mais bon, je pense que l'idée c'est d'en parler, de pas trop isoler, pardon. Ce qui fait que par rapport à ça, il faut être capable de se dire bon, pardon, il y a toujours des personnes qui sont là pour nous soutenir, nous aider, et ce qui fait que bon, en général, je pense que le message que je faut faire passer, c'est Enfin, c'est malgré vos différences, il faut se sentir toujours accompagné, mais se dire qu'on n'est jamais tout seul, qu'il y a toujours des gens qui sont là pour nous soutenir. Merci beaucoup, Stevie. Virginie, je vois que la connexion est revenue. Donc, je pense que vous n'aviez pas terminé le propos que vous aviez. Et puis, peut-être après, si vous voulez nous parler puisque vous avez mis en place une association, sur quoi votre association est sollicitée par les parents d'élèves? Peut-être là où les parents ont le plus besoin d'aide. Oui, en fait, j'avais pas terminé mon propos. Je voulais terminer en disant qu'il y avait enfin, voilà, vous pouviez aller en techno, en pro, c'est pareil, c'est des voies qui sont souvent adaptées pour les troubles 10, ou les TDA et il y a des très belles carrières après et il faut pas voir, ça comme un échec. Ce sont des très belles filières. Vous dire aussi que mon fils aîné, dont la directrice avait dit en CE2 qu'il n'y arriverait jamais, qu'il ne pouvait pas y arriver et elle voulait que je le déscolarise et aujourd'hui, je viens d'avoir, un des plus grands, plus beaux concours d'ingénieurs, de France. Donc après 2 ans de classe préparatoire donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire, tout le monde n'a pas ce destin mais bah, c'est parce qu'aussi on a tenu bon derrière et le rôle des parents est hyper important et croire en son enfant, c'est hyper important. L'association, on l'a montée, l'année dernière, ça s'appelle le collectif, TND École et nous l'avons monté parce que le rectorat de Paris, refusait des aménagements à des élèves qui avaient un PAP,
et qui étaient scolarisés dans les établissements privés parisiens. Donc, nous, on a accompagné les parents pour faire des recours et on a écrit à la défenseure des droits, ministre, aux parlementaires, pour les sensibiliser à ce sujet. Alors là, on va transformer en association. L'idée, c'est de travailler sur les sujets d'inclusion et de valoriser justement les profils, comme tous ces jeunes qui ont témoigné tout à l'heure. Voilà, montrer que non, un élève 10, un élève TDA, un élève avec un TSA n'est pas condamné à l'échec, n'est pas nul, n'est pas idiot. Et que voilà, donc ça c'est important. Et vous dire qu'il y a une réforme apparemment en cours, à la fois du PAP et des aménagements d'examen, donc on travaille dessus aussi. Ça, il faut être extrêmement vigilant sur les aménagements d'examen, traite beaucoup les anticipés, presque dès le CM1, CM2 si c'est possible, pour pouvoir inscrire dans vos PAP, dans vos PPS, dans vos PAI, les aménagements, qui vont être nécessaires pour, le brevet et puis pour le bac. Parce que plus tôt ils seront inscrits et moins vous risquez, d'avoir des problèmes lorsque vous les demanderez pour vos aménagements, brevet et bac. Et pour plus de sécurité, nous, on pousse aussi les parents à faire des reconnaissances de handicap et demander, des, PPS parce que, c'est beaucoup plus sécurisé, et vous avez, plus facilement enfin, de manière automatique, vos aménagements d'examen, voilà, pour le brevet, pour le bac ou, pour vos études supérieures. Parce qu'aujourd'hui, le PAP, c'est encore, très problématique. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, enfin via l'appel ou via, enfin sur internet, on intervient, souvent. Donc vous pouvez, retrouver, nos coordonnées ou sinon vous demander, à l'appel. Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez redonner le nom de l'association pour ceux qui ne l'ont pas Alors, retenu? ça s'appelle le collectif TND École, mais nous allons bientôt changer de nom parce qu'on va se transformer en association, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé de nom. Donc D'accord. voilà, et on a une adresse mail, que je peux vous donner. Alors, il faut que je la retrouve. C'est, collectif TND École, tout attaché sans accent, @yahoo.com. Voilà, Très bien. Merci beaucoup. merci à vous. Alors, nous n'avons pour le moment pas de questions particulières pour nos intervenants qui nous ont, avec confiance, manifesté leur témoignage. Et donc, je vous propose de clôturer donc ce webinaire qui est notre dernier webinaire de l'année. Nous avons entendu parler de persévérance, de l'importance du soutien extérieur, la famille, les amis, les professionnels, de bienveillance et cette force du soutien qui est important pour nos jeunes, pour avoir des rêves et travailler pour les rendre réels. Merci à vous d'avoir très honnêtement partagé votre vécu. Alors pour vous parents, si vous souhaitez revoir ce webinaire ou le partager, n'hésitez pas à le consulter, à le diffuser largement auprès des parents qui pourraient être intéressés par cette thématique. Et un grand merci à Madame Virginie Dorincourt, à Héloïse Pognat, à Stevie Dibanjo, Édouard Dorincourt, pour votre disponibilité et d'avoir accepté le challenge de partager votre expérience, ce qui n'est pas forcément facile, devant un écran, devant des parents d'élèves que vous ne voyez pas derrière votre écran. Donc c'est beaucoup de courage. Merci à vous, d'avoir accepté, cette, démarche. Merci aussi à l'équipe des salariés de l'appel national qui a accompagné et soutenu au long de, ces webinaires. Et donc, pour terminer, belle fin d'année scolaire à vous les jeunes, belles vacances pour nos enfants et Merci. bon repos surtout pour les parents.